Aujourd'hui, on va parler de la crise de la masculinité et de l'oppression systémique. En effet, suite à ma vidéo consacrée au succès de Jordan Peterson, un de mes amis, dont je respecte beaucoup par ailleurs le cheminement personnel, m'a fait parvenir un article publié conjointement sur Le Nouvel Obs et Rue 89, article intitulé « Que répondre à votre beau-frère qui dira à Noël qu'on traverse une grave crise de la masculinité ?» Point d'interrogation. Article qui est en fait une interview d'un professeur de sciences politiques franco-québécois qui s'appelle François Dupuy-Derry, qui nous explique que la crise de la masculinité n'existe pas et qu'elle est en fait un argument rhétorique, un terrible outil de maintien de la hiérarchie existante utilisé par les hommes qui ne supportent pas les avancées féministes. J'ai donc eu envie de faire une petite critique de cette interview, de cet article, et plus globalement en fait du discours de François Dupuy-Derry, et pour cela, je vous l'avoue, j'ai dû ouvrir la boîte de Pandore, et je me suis infligé, d'un côté, 46 minutes d'entretien de ce fameux Dupuy-Derry sur un podcast qui porte le nom délicat de Les couilles sur la table, et qui est un podcast que je vais pas perdre de temps à qualifier, vous avez qu'à aller regarder la chaîne YouTube et vous faire votre propre opinion. En tout cas, pour la partie introductive de la présente vidéo, on va revenir sur le podcast un peu plus tard. Et je me suis infligé 50 minutes de conférence, enfin, d'un débat qui est devenu une conférence, tant Éric Zemmour est capable de couper la parole à ses interlocuteurs. 52 minutes consacrées à la question des identités hommes-femmes, enregistrées par la radio KTO, radio-télé KTO, donc une radio catholique, si j'ai bien suivi. Donc j'ai essayé de respecter une sorte de parité entre la parole de Zemmour et la parole de ce François Dupuy-Derry, et puis je me suis infligé plusieurs podcasts, plusieurs entretiens réalisés par cette émission des couilles sur la table. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne peux pas être exhaustif, je ne vais pas non plus vous lire le verbatim complet de l'entretien publié sur l'Obs, il y aura le lien dans la description. Je vais m'atteler à 3 points précis de l'argumentaire de ce François Dupuy-Derry. Le premier point que je vais aborder, c'est la thèse officielle de François Dupuy-Derry, consistant à dire qu'il n'y a pas de crise de la masculinité, qu'il y a seulement un discours sur une supposée crise de la masculinité, et que ce discours est une résistance, un outil rhétorique contre les avancées féministes. Et pour être plus précis, je vais laisser de côté le débat sur y a-t-il ou pas une crise de la masculinité, ça on va y revenir dans la dernière partie de la vidéo, et pour l'instant, je vais m'intéresser donc à l'affirmation, à la deuxième partie de la phrase, l'affirmation selon laquelle ce discours sur la crise de la masculinité est un outil rhétorique de vilains masculinistes qui refusent les avancées féministes. Vous noterez une fois de plus la tendance de tant et tant d'intervenants du débat qui ne sont pas capables de distinguer le masculinisme et le virilisme. C'est quand même un peu problématique et ça montre déjà un effet de cadrage, c'est-à-dire que le féminisme, dans la bouche de ces gens-là, c'est bien, le masculinisme, c'est mal, alors qu'on pourrait considérer qu'il y a certaines problématiques qui sont liées à la condition masculine, que les défendre ou vouloir mettre la lumière sur ces problématiques, c'est du masculinisme, et ça n'implique pas d'avoir un discours misogyne, un discours phallocratique, qui là serait un discours viriliste, comme par exemple celui d'Alain Soral, voire peut-être celui d'Éric Zemmour, on va y venir. Donc, absence de nuances et effet de cadrage chez les interlocuteurs du camp progressiste, parce qu'il y a bien deux camps qui s'affrontent sur cette question, et donc pour voir s'il s'agit évidemment d'un discours contre-féministe, je me suis infligé le discours d'Éric Zemmour, dont vous savez pourtant que je ne porte pas une grande estime à ses facultés intellectuelles, ou en tout cas à ce qu'il fait de ses facultés. Quelle est la position d'Éric Zemmour sur la crise de la masculinité ? Alors, je précise, je sais bien que c'est pas le seul à avoir un discours sur la question, mais vous imaginez bien que j'ai pas le temps de faire une recherche exhaustive sur tous les intellectuels qui parlent de crise de la masculinité. Alain Badiou en a parlé, Alain Soral en parle, etc. Et il y a sans doute des gens moins connus qui ne sont pas cités par François Dupuy-Derry et qui seraient intéressants d'étudier. Et c'est d'ailleurs le premier reproche qu'on peut faire à François Dupuy-Derry, c'est de faire une généralisation qui, forcément, à moins d'être tautologique, ne pourra qu'être abusive. Toujours est-il que Éric Zemmour déploie dans sa conférence au Bernardin le propos suivant. En Europe, et en France en particulier, depuis la Première Guerre mondiale, il y a une crise de la masculinité, parce que la guerre serait le propre de l'homme, obéissant à une fonction qui est de protéger les femmes et les enfants, et la conséquence de cette vision zemmourienne, si on peut lui accorder un adjectif, c'est que l'homme rentre de la guerre avec les honneurs, qu'il est vénéré comme un soldat qui a été faire quelque chose de noble, d'utile, de protecteur, et que,
Avec la Première Guerre mondiale, comme c'était, je cite, une guerre de rats où les hommes étaient dans des tranchées, ils se terraient dans des tranchées, ils se terraient aussi dans les souterrains de Verdun, enfin, dans les forts qui étaient en grande partie souterrains, eh bien, il revient de la guerre en étant finalement castré. Et alors là, c'est Zemmour qui se permet cette affirmation, les femmes à l'arrière se sont bien amusées sans lui. C'est facile de trouver des recherches là-dessus, sur notamment le mot-clé munitionnette, puisque c'est le qualificatif qu'on a forgé pour désigner les femmes qui fabriquaient les munitions à l'arrière. Je suis pas sûr qu'elles se soient amusées tant que ça. Tu travaillais dans les usines je ne sais pas combien d'heures par semaine, je suis pas sûr qu'on peut dire que les femmes s'amusaient. Elles ont juste eu un échantillon de ce que c'était une vie finalement sans domination masculine. Ce serait plutôt ça qui serait rigoureux de dire, et encore on pourra toujours répondre que les patrons des usines où on fabriquait les obus, eux, étaient des hommes et que donc les salariés femmes étaient quand même dominés. Là où Zemmour marque un point, c'est sur la guerre des tranchées, sur la violence et le traumatisme inhérente à la Première Guerre mondiale. C'est quand même suite à cette guerre qu'on a inventé la maladie qu'on appelle l'obusite, c'est-à-dire en fait le syndrome de stress post-traumatique. Dans le cas présent, on parlait d'obusite parce qu'on l'attribuait aux effets des bombardements avec les explosions qui arrivent à côté, donc des gens qui sont rentrés de guerre avec des tremblements chroniques, sans parler de toutes les gueules cassées. On a eu effectivement un record, avant que la Seconde Guerre mondiale vienne balayer ce record, la Première Guerre mondiale a été la plus grande boucherie de l'histoire de l'humanité. C'est un fait. Le problème de l'argument de Zemmour à ce niveau-là, c'est qu'en fait, il est un petit peu trop ambitieux. Certes, la Première Guerre mondiale était la plus violente jusqu'à ce que la deuxième arrive, mais quand on va voir la liste des guerres européennes sur Wikipédia, on constate qu'il y a plusieurs centaines d'entrées. Quand on prend les guerres qui se passaient avant Jésus-Christ et qu'on remonte jusqu'aux guerres contemporaines du XXIe siècle, il y a une quantité d'entrées absolument énorme. Évidemment, ce ne sont pas toutes des guerres qui ont la même importance, la même durée, la même quantité de soldats impliqués. Toujours est-il qu'il est impossible, à moins de se livrer à 5 ans de thèse universitaire, d'aller vérifier quel était le ressenti des épouses pendant que leur mari était à la guerre sur ces centaines, de conflits armés qu'il y a eu en Europe. Et puis, même si on sait que les Romains faisaient passer les armées vaincues sous l'arc de triomphe, ce qui était surtout une technique d'habile politique intérieure pour montrer à quel point les armées romaines avaient vaincu des ennemis puissants, bon, c'était de la communication avant l'heure, on peut quand même s'interroger sur le ressenti des épouses et des filles des soldats vaincus au fil de l'histoire des conflits armés européens. Je prends un exemple très simple, puisque j'ai fait un minimum de recherche à défaut de pouvoir verser dans l'exhaustivité. En 1553, l'empereur Charles Quint, qui assiégeait depuis 7 semaines la ville de Thérouanne dans le Pas-de-Calais, après avoir enfin réussi à prendre la ville, a demandé à ce que la cathédrale de Thérouanne et la ville tout entière soient rasées. Est-ce que vous pensez que les femmes de Thérouanne, à l'époque, ont eu un regard extrêmement bienveillant sur leurs époux et soldats qui n'avaient pas réussi à résister aux armées de Charles Quint? Peut-être que certaines d'entre elles ont été très compréhensives et ont considéré que leur mari avait donné le meilleur de leur potentiel pour défendre la ville, etc. Et peut-être qu'il y en a qui ont considéré que quand même leur mari c'était un peu des merdes, et c'était un peu une honte d'avoir perdu la guerre, et que ça a eu des effets dans les rapports hommes-femmes, parce que c'est quand même un peu humiliant et très stressant de voir ta ville entière rasée et de voir le lieu de culte de l'époque réduit en cendres. Alors vous allez peut-être me reprocher de prendre Zemmour comme exemple de pensée viriliste. Je n'y peux rien, je le prends parce qu'il est très connu, et en plus parce que, pour le coup, ça va dans le sens de l'argumentation de François Dupuy-Derry, c'est-à-dire que c'est un bon exemple de discours sur une supposée crise de la masculinité, qui s'appuie sur des affirmations un peu ambitieuses, un peu abracadabantesques, sur des généralisations, et puis aussi sur une vision du monde qui n'est pas très complexe. Il faut quand même comprendre que Zemmour conclut cette conférence par « Nous avons le choix entre un patriarcat civilisé et un patriarcat barbare ». C'est-à-dire que pour Zemmour, l'homme, l'espèce humaine en général est particulièrement violente, l'homme plus que la femme évidemment, ce qu'il encore démontre un certain manque de connaissances en matière de biologie, et par extension en matière de psychologie. Et puis, finalement, Zemmour nous explique que la femme a inventé l'amour, et que, en inventant l'amour, elle contraignait l'homme à se livrer à des rituels amoureux, et elle se protégeait de la prédation sexuelle, au lieu d'être cette femme
qui va se faire attraper par les cheveux dans les cavernes, image d'Épinal, hein, je suis pas en train de vous dire que ça va se passer comme ça, mais dans la tête de Zemmour, ça semble se passer comme ça, au lieu d'être une proie perpétuelle sexuelle, en inventant finalement ce qu'on pourrait appeler l'amour courtois, ou même le concept d'amour, eh bien, elle va pouvoir promouvoir la fidélité amoureuse, donc la famille monoparentale, avec tout ce que ça permet pour le développement de l'enfant, etc. Là encore, Zemmour étale son ignorance anthropologique, parce que les enfants, enfin anthropologiques et éthologiques, que ça soit dans les primates non humains ou chez les humains, vous trouverez plein d'exemples où l'éducation des enfants n'est pas forcément directement prise en charge directement par les parents ou par le père, mais elle peut être prise en charge par le groupe. Ignorance aussi du fait que y a une ambiguïté sur la monoparentalité et en même temps la polygamie fondamentale de l'être humain qu'on trouve déjà chez les primates, et je rappelle que l'être humain est un primate. Bref, Zemmour se livre comme ça à des choses qui montrent simplement qu'il ne connaît pas grand-chose à l'histoire du développement, à l'éthologie, à la biologie, à la psychologie. Et finalement, Zemmour fait certes une cible facile à contredire, mais ça veut dire que François Dupuy-Derry n'a pas complètement tort lorsqu'il explique que certains discours, que moi je vais appeler virilistes évidemment, et non pas masculinistes, sont des résistances à l'émancipation de la femme. Ça, c'est vrai. Le problème de l'argument de François Dupuy-Derry, enfin de sa thèse, c'est quand même qu'elle se base, elle aussi, sur une généralisation. Parce que François Dupuy-Derry nous explique que les discours sur la crise de la masculinité sont toujours des résistances et des contre-feux allumés contre les progrès féministes. À partir du moment où tu te permets d'employer le mot « toujours », ça veut dire que tu fais une généralisation. Et il n'y a de généralisation véridique que les tautologies. Mais évidemment, François Dupuy-Derry a des arguments pour étayer cette thèse, si péremptoire soit-elle, et ça va m'amener au deuxième point de cette vidéo, l'argument, comment dire, allez, je ne vais pas lui donner un nom, je vais vous lire un extrait de son entretien avec le Nouvel Obs rue 89, où il dit la chose suivante. Dans des sociétés comme la France, le Québec, les États-Unis, la Grande-Bretagne et même les pays scandinaves, pays qu'on considère généralement comme assez avancés en termes d'égalité entre les sexes, on a une élite politique qui est encore très très masculine, au niveau du chef d'État, du Conseil des ministres, de l'Assemblée nationale, des chefs de cabinet, des hauts fonctionnaires. Idem dans l'armée et la police, on retrouve des hommes au sommet de quasiment toutes les institutions de pouvoir. On a également une majorité écrasante d'hommes aux commandes des plus grandes sociétés du CAC 40, des conseils d'administration et parmi les grandes fortunes. Des hommes dirigent majoritairement les grandes universités, y compris les organisations criminelles. Je pense que l'équipe de foot de France est plus prestigieuse et mieux financée que l'équipe de foot féminine. On peut aussi parler des institutions religieuses, des syndicats, des chambres de commerce, des dirigeants et des propriétaires de médias. Alors ici, vous voyez l'oppression systémique pointer le bout de son nez. Alors, il est vrai que quand on prend le classement Forbes des milliardaires français de 2018, qui sont au nombre de 40, il y a 40 personnes de nationalité française qui ont un patrimoine personnel qui s'élève à plus de 1 milliard d'euros, on ne trouve que 4 femmes. Mais on pourra faire remarquer, et c'est toujours le problème avec les présentations statistiques, que la première femme du classement est quand même numéro 2. C'est-à-dire que si je prends les 2 plus grandes fortunes de France, je me retrouve avec une parité de 50-50. Bon, vous allez trouver que c'est un peu malhonnête de ma part, mais je tenais à souligner quand même que Françoise Bettencourt-Meyers a une fortune qui s'élève à 35 milliards d'euros, donc en fait elle était, du vivant de Serge Dassault, plus fortunée que le célèbre vendeur d'armes. Blague à part, il y a 2 grandes manières de répondre à cet argument. Le premier, c'est de rappeler que certes, il y a une tendance factuelle et statistique qui montre que les postes de pouvoir politique ou de pouvoir économique, ce qui à la fin revient exactement au même, tendent à être concentrés aux mains des hommes. Une approche qui fait de facto un effet de cadrage, parce que ça met de côté la condition majoritaire des Français, puisque je rappelle que déjà quand tu prends les 10% les plus riches des Français, le palier pour faire partie de ce dernier décile, il est de 33 000 euros de revenus par an. Ça veut dire que déjà dans cette minorité-là, il y a un écart extraordinaire entre ces 40 milliardaires et les autres. Et quand tu regardes tout le reste de la population, quand tu regardes les prolétaires, les classes moyennes, les cadres, etc., tu vas trouver à peu près une égale répartition d'hommes et de femmes. Et le problème, c'est que, sans prendre l'exemple des milliardaires, des femmes qui sont à des postes de pouvoir et surtout qui ont une excellente situation financière, il y en a de plus en plus parce que justement les inégalités hommes-femmes, qu'elles soient politiques,
pour les professionnels de la politique ou qu'elle soit économique, tendent à se réduire. D'accord ? C'est la tendance qu'on observe d'année en année. Je rappelle qu'aux législatives 2017, sur les 500 et quelques députés qui ont été élus, il y a eu 224 femmes et c'est un record historique. Et c'est pas juste du cherry picking, c'est un exemple qui illustre cette tendance. Et je ne peux pas résister au plaisir de prendre Rachida Dati en exemple, puisque la très célèbre, la très mondaine maire du 7e arrondissement de Paris, en plus de ses 5000 et quelques euros de traitement de maire, touche 8000 euros de traitement de député européen, sans parler des innombrables avantages en nature, mais en plus, elle a touché 780 000 euros de revenus comme avocate. On peut se demander d'ailleurs comment des fonctions aussi prestigieuses qui demandent un tel investissement peuvent être occupées, cumulées avec 3 métiers différents, 3 métiers à grande responsabilité, qui demandent de bien connaître les dossiers. Bon, je suppose qu'elle est vraiment hyper compétente. Et si tu penses vraiment que le pouvoir politique et le pouvoir économique sont des formes d'oppression, alors il faut avoir la cohérence de comptabiliser les milliers de plombiers, d'éboueurs, de garçons bouchers, d'agents de sécurité, de chauffeurs routiers qui sont factuellement opprimés et oppressés par Rachida Dati, même si c'est une femme racisée. Et on peut aller encore plus loin, et ce sera mon deuxième argument pour contredire cet argument de François Dupuy-Derry sur l'oppression systémique. Il n'emploie pas le mot directement, en tout cas pas dans cet extrait, mais c'est ça qu'il désigne lorsqu'il parle de concentration des pouvoirs politiques et économiques. Et je ne suis pas en train de nier que la France n'est pas un pays hiérarchique et pyramidal. C'est une évidence. Je vous ai assez parlé du travail d'Henri Laborie sur les dominances, les systèmes de dominance, pour ne pas venir devant vous nier le fait que certains individus ont du pouvoir sur d'autres. Ce serait absurde. Le problème, c'est qu'à force de parler d'oppression systémique, et la plupart des guerriers de la justice sociale ont tendance à plutôt se focaliser sur le sexe, le genre, la couleur de peau, que sur les revenus, sauf quand ça les arrange parce que ces revenus sont détenus par des hommes blancs hétérosexuels cisgenres. Bon. Mais moi, j'ai l'impression que l'intersectionnalité a tendance à oublier l'argent, ce qui est normal puisque la plupart des gens qui pérorent sur l'oppression systémique sont non pas des bourgeois, mais des gens qui ont une situation confortable, qui sont des fils de cadres qui ont décidé d'aller étudier les gender studies à la fac, ou qui sont des journalistes, des éditorialistes, des professionnels de la politique et ainsi de suite. Donc c'est assez facile d'oublier la notion financière quand tu es dans la mauvaise catégorie, puisque aujourd'hui il y a une tendance à l'essentialisation. Les hommes sont méchants, les blancs sont méchants, mais les riches, on peut pas trop dire que les riches sont méchants parce qu'on fait soi-même partie des gens qui, en tant que députés, touchent plus de 5000 euros par mois. Donc sans nier la réalité pyramidale de la France, où il y a des gens qui ont un pouvoir politique sur autrui, et d'autres qui ont un statut économique supérieur à celui de leurs voisins, je voudrais vous questionner sur un fait, parce que j'en ai un peu marre de cette rhétorique crypto-marxiste consistant à dire que les riches oppriment et oppressent les pauvres. Dans ma vie, à peu près 90% de mes partenaires amoureuses gagnaient plus d'argent que moi. Alors, selon les époques où je les ai fréquentées, j'avais pas les mêmes revenus, mais en gros, vu que ça m'est arrivé de sortir avec des ingénieurs, je suis sorti une fois avec une consultante qui gagnait à peu près 3500 euros par mois, en étant logé gratuitement dans la maison de sa famille située dans le 15e arrondissement de Paris, 14e ou 15e, je sais plus. Une maison, t'as bien entendu, un truc qui vaut plusieurs millions d'euros sur le marché. Voilà, hébergé gratuitement, tranquille, plus 3500 euros d'argent de poche, c'est pas mal. On va dire que je suis sorti avec des filles qui gagnaient parfois 4 fois mon salaire, 3 fois mon salaire, des fois 2 fois, 1 fois et demie, etc. Bon. Est-ce que ces personnes me dominaient ? C'est pas comme ça que je l'ai vécu. Sauf si on emploie le mot dominer au sens purement mécanique, c'est-à-dire que, la colline qui surplombe la ville domine la ville. Dominer, surplomber, être situé factuellement plus haut qu'eux. Mais est-ce que mes partenaires m'opprimaient ou m'oppressaient ? Moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Sauf dans des cas très particuliers où il y a eu des conflits sur l'argent, etc. Je dis pas que ça n'est jamais arrivé. Je dis pas que certaines personnes n'ont pas eu des grosses myopies sur ce que c'était, par exemple, de vivre sous le seuil de pauvreté. Ça m'est arrivé de fréquenter cette consultante quand moi je vivais sous le seuil de pauvreté, et un jour elle m'a reproché de pas plus souvent l'inviter, de pas plus souvent payer le verre ou le resto quand on se voyait. Je vous laisse apprécier la puissance d'empathie de cette personne. Mais à part cet exemple très caricatural d'une personne très égocentrique, moi j'ai jamais vécu mes partenaires comme des oppresseuses. Et au-delà de ma vie amoureuse, je vais penser à mes amis. J'ai la chance de connaître des gens issus d'horizons très différents, et certains de mes amis gagnent 5 ou 6 fois plus d'argent que moi. Est-ce que je me sens opprimé
ou oppressé par ses amis parce qu'ils sont situés beaucoup plus haut que moi dans la hiérarchie économique. Absolument pas. Pourquoi? Parce que ces amis n'essayent pas d'exercer sur moi une coercition en utilisant leur argent. Évidemment que si demain j'ai un conflit juridique avec ces personnes, que voilà, je leur fais un procès, eux ils vont avoir un super avocat qui vont pouvoir payer grassement, et puis moi je vais être là avec mon commis d'office à la con, ou un petit avocat qui va me ruiner, me coûter les yeux de la tête, et ils auront un avantage stratégique dans ce conflit. Mais tant qu'il n'y a pas conflit, il n'y a pas une domination maligne, d'accord? Il n'y a pas une intention d'écraser l'autre, etc. Il y a juste des gens qui, par leur histoire de vie, par leur chemin, ont été amenés à faire un certain type d'études, à avoir un certain type de métier, et à accumuler un certain capital, etc. On n'a pas fait les mêmes choix de vie. Alors j'ai bien conscience que cette attaque de cette vision crypto-communiste où le riche est toujours le méchant de l'histoire, où le mec qui gagne plus d'argent que toi devient tout de suite étiqueté bourgeois, ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a un moment, il faut vous interroger sur votre éventuelle jalousie, sur votre éventuelle envie ressentie à l'encontre des gens qui gagnent plus que vous. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, c'est pas forcément un oppresseur systémique. On n'est pas en train de te parler d'un chef d'entreprise qui choisit de prélever sur les revenus de son entreprise une plus grande part pour ses actionnaires ou pour lui-même par rapport à la part qu'il va allouer à l'investissement ou à l'augmentation des salaires. On n'est pas en train de parler de ça. Moralité, dans cette pyramide politico-économique, il y a une minorité d'homo sapiens qui opprime une majorité d'homo sapiens, et il y a plein de gens qui sont à des échelons plus ou moins intermédiaires et qui n'oppriment personne. Donc l'argument de François Dupuy-Derry est bon pour aller directement dans les poubelles de l'épistémologie. Mais François Dupuy-Derry a prévu déjà la contre-attaque sur ce que je viens de développer. En effet, ça m'amène à son deuxième argument avec lequel il légitime l'idée qu'il n'y aurait pas de crise de la masculinité. Il dit en substance, le beau-frère pourra répondre, oui, mais on n'est pas entre ministres ou généraux, on est des hommes ordinaires. On peut passer à la vie quotidienne. Les salaires, qui gagnent le plus d'argent, qui a le plus de ressources? Les hommes. Dans le discours de la crise de la masculinité, il y a cette présomption que les hommes sont aussi violentés que les femmes et que les femmes peuvent être aussi violentes que les hommes. Je cherche encore dans mes réseaux d'amis des hommes qui ont peur d'être agressés par des femmes quand ils marchent seuls le soir dans la ville. 3 petits points. Je pense qu'on peut encore démontrer qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, les hommes dominent seuls, en grande majorité, ou sont clairement avantagés face aux femmes. Alors, le premier problème dans cette déclaration, c'est évidemment la généralisation abusive, un problème récurrent dans l'approche sociologique qui est tant privilégiée par les guerriers de la justice sociale. Ah oui, parce que lorsque tu dis qu'on peut démontrer que dans nos sociétés, les hommes dominent seuls, ou dominent en grande majorité, je sais pas ce que ça veut dire, ou sont clairement avantagés face aux femmes, c'est une généralisation. Tu dis les hommes, tu dis pas des hommes sont avantagés par rapport à des femmes, ou certains hommes sont avantagés par rapport à toutes les femmes. Tu vois, on pourrait faire des combinaisons pour être un peu plus subtil. Donc, d'après Francis Dupuy-Derry, je suis avantagé par rapport à Rachida Dati. Alors, je suis désolé si mes 800 000 euros de revenus annuels ne se voient pas sur la chaîne. Je suis vraiment désolé, c'est parce que je suis très très avare. L'autre problème argumentaire et même logique, c'est tout simplement le fait d'invoquer ces réseaux amicaux. Oui, c'est pas parce que dans tes amis, personne n'a tel ou tel comportement que le comportement n'existe pas ailleurs. Ça, c'est quand même un truc qui est assez facile à comprendre. Et qui plus est, que peu d'hommes aient peur des femmes dans la rue, ça je peux l'entendre, même si ça me paraît là encore une grande généralisation, et je suis sûr qu'on pourra trouver des personnes très anxieuses de sexe masculin qui auront des angoisses lorsqu'ils croisent certaines bandes de filles, mais admettons que Dupuy-Derry ait raison sur ce point. Moi par contre je peux dire qu'il existe des hommes qui ont peur de rentrer chez eux et de se faire frapper par leurs femmes. Pour une raison simple, c'est que je te mets les chiffres qui ont été publiés sur le Guardian, et ça date déjà de 2010, à l'époque, 40% des victimes de violences conjugales étaient des hommes. Et ce n'est pas tout, l'article donne également les chiffres des hébergements d'urgence qui sont disponibles pour les femmes battues et pour les hommes battus. Alors c'est des chiffres qui portent sur l'Angleterre et le Pays de Galles, c'est pas les chiffres français, il y a peut-être des grandes différences, je ne dis pas le contraire, mais on peut quand même constater qu'il y a 7500 places d'hébergement pour les femmes battues et 60 places d'hébergement pour les hommes. Je te laisse calculer le ratio. Et je te laisse comparer ça avec le fait que 40% des victimes de violences conjugales sont des hommes. Quant aux écarts salariales, le fameux gender pay gap, qui est l'argument massu utilisé par pléthore de féministes, là encore, j'ai une mauvaise nouvelle pour Dupuy-Derry. D'après une étude réalisée en 2015, dans 38% des couples états-uniens
hétérosexuels, 38%, d'accord, donc c'est plus d'un tiers, c'est pas tout à fait la moitié, mais c'est plus d'un tiers. Dans 38% de ces couples, la femme gagnait plus que l'homme. Je pourrais aussi vous renvoyer vers un article de Marie-Claire qui énumère la liste des 10 métiers dans lesquels les femmes sont mieux rémunérées que les hommes, et de façon assez surprenante, il n'y a pas que des métiers liés au trafic du sexe, au commerce des prestations sexuelles tarifées, il y a par exemple les architectes femmes qui apparemment sont mieux payés que les architectes hommes. Ne me demandez pas pourquoi, je m'en fous, c'est juste un petit bonus un petit peu amusant parce que l'argument massu, c'est quand même que 38%, que dans 38% des couples hétérosexuels états-uniens, en 2015, il y avait la femme qui était mieux payée que l'homme. Voilà. Donc de quoi renvoyer les généralisations sur le gender pay gap, là encore dans les poubelles de la rigueur intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de métiers où les hommes sont mieux payés que les femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écarts salariaux, mais quand on voit qu'une ingénieure en biologie, sur son site antisexisme.net, mentionne un gender pay gap qui monte à 27%, alors qu'il suffit d'aller sur Wikipédia pour comprendre que la part non explicitée de l'écart homme-femme, il est de 10%, ça te montre que même quelqu'un qui a une formation scientifique est capable de proposer un effet de cadrage plus ou moins volontaire, ça je sais pas, je suis pas dans la tête de cet ingénieur en biologie, et que voilà, les formations scientifiques, malheureusement, ne protègent pas les gens contre les absurdités logiques et intellectuelles. Il est donc temps de passer au quatrième et dernier point de cette vidéo, puisqu'on a vu que d'un côté, il y avait un argument intéressant, même si trop généralisé, dans la bouche de Dupuy-Derry, consistant à pointer certains discours virilistes qui parlent de crise de la masculinité, comme en fait des réactions épidermiques anti-féminisme ou anti-émancipation de la femme. On peut le voir avec Zemmour, effectivement, et Zemmour n'est pas le seul, je le répète. Donc ça c'est vrai, la question c'est est-ce qu'on peut généraliser ça et dire que tous les gens qui parlent de crise de la masculinité ont comme ça une résistance envers l'émancipation de la femme. Vous avez un contre-argument devant vous, puisque je me suis permis de parler de crise de la masculinité pour expliquer en partie le succès de Jordan Peterson dans ma vidéo consacrée à l'intellectuel canadien, au psychologue canadien, et vous avez bien compris que moi personnellement, je ne parlais pas d'une tendance nationale, parce que c'est un des problèmes dans le discours de Zemmour, c'est de dire qu'il y a une crise de la masculinité à l'échelle tout entière de la nation française. Ce qui évidemment est absurde, parce que, je le répète, la nation française et en général les pays occidentaux ont différents métasystèmes de valeurs, ont une complexité de culture, de mœurs et d'opinions bien plus riche que certains pays que je ne nommerai pas, qui sont beaucoup plus, autoritaires et liberticides. Donc d'un côté, on a une critique qui n'est pas dépourvue de fondement, mais qui est déformée et qui est généralisée sur le supposé rejet du féminisme par les gens qui osent parler d'une crise de la masculinité, et de l'autre côté, on a des arguments pour dire que la crise en question n'existe pas, qui sont autant de balles perdues tirées à blanc qui mènent nulle part à part dans les poubelles de la rigueur intellectuelle. Donc petit A, premier rappel, il est absurde de parler d'une crise de la masculinité qui serait nationale, parce que c'est une généralisation, ce n'est pas factuel, et c'est aussi peu rigoureux que de parler d'oppression systémique. L'occasion pour moi de rappeler que le mot systémique et que l'expression oppression systémique peut avoir deux significations. La première, c'est que l'oppression est systématique, c'est-à-dire que les femmes sont systématiquement opprimées, ce qui est par définition une généralisation abusive, et je vous renvoie à l'existence de personnes comme Marlène Schiappa ou Rachida Dati, qui viennent te montrer que non, les femmes ne sont pas opprimées ou oppressées, elles gagnent parfois mieux leur vie que des milliers d'hommes et de femmes prolétaires ou employés dans la grande distribution, par exemple. Il y a tout un tas de femmes politiques ou éditorialistes qui se revendiquent du féminisme et qui ont accès à la parole médiatique, qui ont accès à du temps d'exposition sur des médias télévisuels, des médias YouTube, des médias papier, et évidemment avec le temps de parole de leur parti politique. Et par conséquent, penser qu'il y a une oppression systématique de la femme, c'est absurde. Et le mot systémique, il peut se comprendre autrement, et là je vais me tourner vers le Larousse. Le mot systémique est un adjectif qui se dit d'une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux, etc., qui s'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en relation mutuelle. Cette approche s'appuie sur les découvertes réalisées dans d'autres disciplines comme la cybernétique et la théorie de l'information, la biologie,
la linguistique, l'anthropologie. Malheureusement, les gens qui parlent d'oppression systémique, en général, n'ont pour seul argument que des éléments sociologiques ou éventuellement des éléments de sciences politiques qui nient la biologie, qui nient la psychologie individuelle, qui nient l'histoire de l'humanité en tant qu'espèce animale et donc l'éthologie, qui ne comprennent pas la cybernétique, la notion de feedback, etc. Donc l'ironie délicieuse de la situation, c'est que les guerriers de la justice sociale qui passent leur temps à pérorer sur une supposée oppression systémique font partie des personnes qui comprennent le moins le sens du mot systémique. Parce que justement, pour avoir une approche systémique des relations humaines, il faut prendre en compte la biologie, la psychologie, des choses qui s'appliquent à quasiment l'espèce Homo sapiens tout entière et les variations individuelles, l'histoire, l'inertie historique et non pas hystérique. Et justement, pour analyser les écarts de salaire homme-femme, l'approche de l'inertie historique est intéressante parce que moi je peux très bien te montrer qu'il y a un écart salarial homme-femme qui est de 77% en ne prenant que les Français qui ont plus de 60 ans parce que comme ça correspond encore à une génération qui avait une grande répartition des tâches hommes-femmes avec plus de femmes au foyer que vous n'allez en trouver chez les trentenaires, bah oui, évidemment, le montant de la retraite de ces personnes comprendra un grand écart entre les hommes qui ont passé leur vie à travailler et les femmes qui étaient à la maison à élever des enfants, qui ont eu des trous dans leur carrière, voire pas de carrière du tout, ou qui faisaient des petits jobs pas déclarés, en complément, par exemple, en plus de garder leurs propres enfants, faisaient nourrice et se faisaient payer avec un petit billet par la voisine. Tu peux trouver un écart salarial qui va crever le plafond, il n'y a aucun souci. Enfin, ça sera plutôt un écart de retraite pour le coup. Petit b, ce qui est assez fascinant dans le discours sur l'inexistence de la crise de la masculinité, c'est qu'il est produit par des gens qui eux-mêmes investissent beaucoup de temps et d'énergie dans le fait de vilipender les hommes en tant que catégorie générale abstraite, catégorie statistico-démographico-symbolique, et Francis Dupuy-Derry en fait partie, puisque dans un podcast, dans un épisode où il était invité pour parler de son livre sur justement cette crise de la masculinité qui n'existe pas, le fameux podcast intitulé « Les couilles sur la table », dont je vous laisse apprécier la grille de programmation, lorsque l'intervieweuse lui demande ce qu'il pense des rassemblements d'hommes non mixtes. François Dupuy-Derry, pour répondre à cette question, cite une intellectuelle américaine, je crois, dont il ne donne pas le nom, qui répondait à la question en faisant un parallèle avec le racisme, et qui disait, je cite, « Si on me parlait d'un groupe d'hommes blancs qui se réunissent entre hommes blancs dans les bois, à tout habillés de blanc pour chanter les louanges de la blancheur, personne ne considérerait sérieusement que ça va faire progresser la lutte contre le racisme. » Vous noterez le délicieux parallèle consistant à faire une comparaison entre des hommes qui se réunissent entre eux avec le Ku Klux Klan. Tu vois le niveau de misandrie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot là, tu es obligé de parler de misandrie. Et c'est bien, c'est un bon rappel sur les biais cognitifs et sur pourquoi il faut arrêter d'être stupide. Tu peux être un homme et être misandre. Félicitations Francis Dupuy-Derry, tu es misandre. Voilà, très bien, c'est une très bonne illustration, de même qu'il y a des femmes qui sont misogynes. Bah, voilà, ça existe les hommes misandres, tant mieux, bienvenue dans le club de la haine de soi. Toujours est-il que faire ce parallèle te montre le degré de haine, je ne trouve pas d'autre mot, de haine, de criminalisation et de stigmatisation faite à l'encontre des hommes par des intellectuels, des éditorialistes, des créateurs de contenu qui viennent comme ça cracher sur l'homme. Je parle même pas de cracher sur la masculinité, ça je vais y venir après. Parce qu'il faut définir ce qu'est cette fameuse masculinité. Mais on n'en est même pas là. On n'en est même pas à se demander qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin, ou est-ce que tout ça n'est pas juste un dualisme absolument stupide et qu'en fait, c'est intéressant de se focaliser sur l'aspect plus global, l'aspect spéciste homo sapiens, ou l'aspect individuel de la psychologie, de chacun qui a sa subjectivité, son parcours de vie. Non, 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 on n'en est même pas là. On n'en est même pas à faire du post-genre. On en est simplement à cracher sur les hommes en tant que population générale. Et après ce parallèle absolument immonde entre les hommes qui se réunissent entre eux et le Ku Klux Klan, Dupuy-Derry conclut « Je pense que la réunion d'hommes entre eux est toujours sujette à mener à des dérives plutôt antiféministes et plutôt masculinistes. » Alors, peut-être qu'il a des preuves scientifiques. Je rappelle que, pour parler de hooliganisme politique, Lee Nguyen Hong, dans Science for All, a montré que lorsqu'on mettait entre eux des gens qui étaient d'accord politiquement, par exemple que des gens de gauche ou que des gens de droite,
en fait, discuter et débattre entre eux exacerbait leurs convictions. Et ceux qui étaient à gauche sortaient encore plus à gauche, et ceux qui étaient à droite sortaient encore plus à droite, et ceux qui étaient plus ou moins pour tel homme politique sortaient en étant encore plus convaincus que cet homme politique était un sauveur, etc. Une fois de plus, je vous renvoie à l'excellente série Démocratie de Silence for All. Donc peut-être que Dupuy-Derry possède les mêmes sources et peut nous montrer que réunir des hommes entre eux, ça conduit forcément à du virilisme. Le problème, c'est qu'il y a plein de raisons pour des hommes de se réunir entre eux. Là, évidemment, ces remarques portent sur les hommes qui essayent de faire un peu du communautarisme masculin, finalement, et de se retrouver pour se reconnecter à leur masculinité. Alors peut-être que la tendance qu'il pointe du doigt, du coup, est réelle dans ce contexte-là. Mais je ne suis pas sûr que si tu prends des hommes qui se réunissent entre eux parce que il s'avère que ce sont que des hommes, moi ça m'arrive des fois de rencontrer des amis qui ne sont que des hommes, parce que de facto, là, à ce moment-là, on n'est que entre hommes, ça ne nous transforme pas en néo-nazis virilistes. Et si vous aviez besoin d'un autre argument en faveur de cette attaque sur la masculinité, il suffit d'aller sur Wikipédia, de taper masculinité toxique, où vous allez trouver un article consacré à ce concept, et ensuite de taper féminité toxique, et de constater qu'il n'y a aucune page Wikipédia consacrée à la féminité toxique. Et c'est d'autant plus dommage que le concept de féminité toxique, qu'on pourrait développer dans une autre vidéo, c'est un truc qui pourrait parler aux féministes, hein. C'est pas un truc qui est réservé aux vilains virilistes. Parce que moi, là, comme ça, de but en blanc, si je devais définir une féminité toxique, je définirais ça comme le conditionnement d'une femme à être la plus stéréotypée possible par rapport aux représentations de genre, c'est-à-dire porter du rose, ne porter que des robes, avoir forcément les cheveux longs, avoir une inhibition intellectuelle parce qu'elle estime que les femmes ne sont pas faites pour réfléchir, être dans l'hyper-émotivité parce qu'elle considère plus ou moins consciemment que les femmes doivent être hystériques, etc. Ce serait un très bon exemple pour définir ce que pourrait être une féminité toxique, et du coup c'est un concept que les féministes pourraient invoquer pour expliquer pourquoi les stéréotypes de genre, c'est pas très constructif. Mais il n'y a pas de page sur la féminité toxique sur Wikipédia. Mais à part ça, tout va bien, il n'y a aucune attaque envers la masculinité, donc il ne peut pas y avoir de crise de la masculinité. Alors il est temps de passer à la troisième partie de cette conclusion, une partie qui va convoquer à la fois le coaching séduction et le très lent développement cognitif de l'être humain. Alors ça peut paraître un peu un assemblage hétéroclite, mais vous allez comprendre au fur et à mesure où je veux en venir. Il est très intéressant de noter que le podcast Misandre que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Les coups sur la table, pour son premier épisode intitulé « Il n'y a pas de crise de la masculinité », a choisi d'inviter une anthropologue qui a publié un livre consacré aux communautés de la séduction. Moi, je parle pas de communauté de la séduction, je n'aime pas ce mot, je parle de coaching séduction pour désigner le mouvement des pick-up artistes. Et quand je parle de mouvement, c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement dans le sens quelque chose qui bouge dans le spectre des mœurs, dans le spectre des comportements humains. C'est un mouvement mémétique, c'est pas un mouvement politique, même si on peut toujours considérer ça comme une manifestation politique, parce que certains considèrent que tout est politique. Mais je parle pas d'un mouvement comme on parle du mouvement de libération de la femme, par exemple. Donc, cet anthropologue s'est intéressé au coaching séduction. Alors, il est quand même intéressant de noter que l'épisode s'appelle « Il n'y a pas de crise de la masculinité », alors que l'anthropologue passe son temps à nous expliquer l'importance d'analyser pour déconstruire. J'ai envie de dire, si ton travail de déconstruction des clichés, stéréotypes de genre ne provoque pas de crise de la masculinité, c'est que tu fais mal ton travail de militante. Mais que les guerriers de la justice sociale se rassurent, il y a bien une crise de la masculinité. C'est celle-là même dont je parle et celle-là même qui se manifeste à travers le succès grandissant du coaching séduction. Pour ma part, je suis rentré dans ce milieu en 2007-2008, alors je prétends pas être un PUA ou un grand séducteur ou je sais pas quoi, c'est pas la question, mais je me suis intéressé au coaching séduction il y a une dizaine d'années, et ce que j'ai vu à l'intérieur, c'est deux types de clients récurrents pour les coachs. D'abord, des hommes qui étaient plutôt à l'aise avec les femmes, qui avaient un certain degré d'ouverture, et qui donc, lorsque le phénomène coaching séduction est apparu, ont pris le train en marche et ont rajouté dans leur comportement un arsenal de techniques ou de comportements rationalisés qui étaient censés optimiser leur succès auprès de la gente féminine. Ça, c'est une partie du public, et l'autre partie du public, c'est la catégorie des hommes timides, plutôt intellectuels, plutôt introvertis, qui galéreraient sérieusement avec les femmes et avec la séduction. La majorité, y compris certains coachs d'ailleurs, étaient plutôt du côté des timides. Alors, être timide avec les femmes, est-ce que ça veut dire qu'on a une crise de la masculinité? C'est un peu plus compliqué. C'est là que je vais convoquer le développement cognitif de l'adolescent.
Dans Behave, Robert Sapolsky a consacré un chapitre entier au développement cognitif des adolescents. Le chapitre fait 19 pages et il s'appelle « Dude, where's my frontal cortex ?» Le titre complet, c'est « L'adolescence ou mec, où est mon cortex frontal ?» Ce qui est un programme assez éloquent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, chez l'être humain, le cortex frontal, et en particulier le cortex préfrontal, finit sa maturation à peu près à l'âge de 25 ans. Pour vous la faire très courte, parce que le but c'est pas de résumer le chapitre, les adolescents sont plus impulsifs, ils sont sujets à des émotions plus intenses que les adultes, ils sont moins capables de se contrôler, de contrôler leurs impulsions, que ce soit des impulsions émotionnelles ou des impulsions de comportement, et surtout, ils sont plus sensibles au regard des autres, à la cooptation par les pairs, P-A-I-R-S, d'accord ? Il y a un vrai problème, par exemple sur les comportements à risque, on fait des tests, on met des adultes dans une certaine situation, des adolescents dans une certaine situation, et on constate que quand on rajoute des témoins, quand on met des gens pour regarder faire l'adulte ou regarder faire l'adolescent, ça ne change pas le comportement de l'adulte, mais ça fait exploser la prise de risque de l'adolescent. On a donc cette lente maturation du cerveau humain, et il est assez logique de se dire que, indépendamment de l'aspect cortical, un individu de 25 ans, tu le prends 10 ans plus tard à 35 ans, il aura une image de lui un peu plus stable, parce qu'il aura eu plusieurs expériences, et qu'avec le feedback des expériences, il aura compris comment il fonctionnait, il aura compris ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas, et ainsi de suite. Je parle bien à individu égal, parce que entre individus, il y a des gens qui sont plus ou moins extravertis, plus ou moins attirés par la nouveauté, et ainsi de suite. Donc tous les gens ne vont pas avoir une même courbe de développement. Il y a une variation individuelle, cette même variation psychologique individuelle, que les sociologues de gauche ont tellement de difficultés à prendre en compte. Et vous vous souvenez que dans ma vidéo consacrée à Jordan Peterson et à son succès, je rappelle qu'en Occident, on a la chance d'avoir une pluralité de systèmes de valeurs qui coexistent. Ils coexistent plus ou moins harmonieusement et il y a plus ou moins de conflits. Donc on a d'un côté des gens qui ont le discours d'Éric Zemmour, de l'autre des gens qui ont un discours modéré, et puis à l'autre extrémité, les misandres qui sont en train de fleurir depuis quelque temps. Petite remarque, l'adolescence et ses particularités cognitives expliquent aussi pourquoi les adolescents sont plus susceptibles d'être des militants politiques extrêmes ou d'être des délinquants que les adultes. Voilà, c'est dit en passage. Donc ça explique pourquoi il y a plein d'adolescentes social justice warriors qui s'épanchent sur les réseaux sociaux. Donc, dans cette période de construction au sein d'un univers culturel qui est riche et qui contient des discours contradictoires, certains jeunes hommes, et je dis bien certains, je le répète, c'est pas national, c'est pas universel, etc. Certains jeunes hommes, en fonction des discours, des milieux dans lesquels ils vont grandir, vont être plus ou moins impactés par la misandrie ambiante qu'on trouve de façon quotidienne dans certains médias, sur certains réseaux sociaux, etc. Ils vont aussi être confrontés à quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu sexiste, qui est le fait que les hommes un petit peu plus âgés, les jeunes hommes de 27 ans, ou de 30 ans, ou de 33 ans, vont, si on fait la moyenne de cette population évidemment, être jugés plus attractifs par les filles de par exemple 23 ans. Pour deux grandes raisons. La première c'est le physique, et puis surtout il va y avoir l'état d'esprit. C'est terrible de le dire, et vous pouvez me traiter de sexiste si vous voulez, il n'y a pas de souci. En moyenne, il y a une tendance, c'est que les jeunes femmes, pour ne pas dire les femmes en général, parce que ça change au niveau des quadras, etc., mais les jeunes femmes, les femmes de moins de 30 ans, préfèrent les hommes expérimentés, que ça soit sexuellement, ou que ça soit tout simplement expérimentés en matière de relations. Ils ont vécu plus de choses, ils ont plus d'assurance, ils savent mieux jouer, ils ont plus de répartie dans les échanges, dans les discussions, avec tout le système de rituels amoureux qu'il y a derrière. Donc tu as une catégorie de jeunes garçons qui ont moins de 25 ans, ou dans certains cas un peu plus extrêmes, qui ont moins de 30 ans, qui sont en train de se développer, qui n'ont pas forcément une identité très stable, qui se retrouvent à devoir gérer le regard qu'ils ont sur eux-mêmes par rapport à un discours médiatique plus ou moins misandre, qu'on entend dans certains médias, et qui combinent tout ça avec leur première passe d'armes, si j'ose dire, avec la vie amoureuse, la séduction, plaire, déplaire, être rejeté, être accepté, qui doivent en plus se faire une expérience sexuelle, parce qu'évidemment, on commence tous par être puceaux dans la vie, et tu vas pas devenir expérimenté sans avoir des rapports sexuels. Mais du coup, si pour avoir tes premiers rapports sexuels, faut être expérimenté, ça me fait un peu penser au marché de l'emploi en France, où des fois on te demande
d'avoir déjà fait un stage pour obtenir non pas un CDD ou un CDI, mais un stage. Rigolez pas, j'ai vu un jour une annonce d'Arte qui cherchait un community manager en stage et qui demandait à ce que la personne ait déjà fait un stage avant. Et donc dans cette époque d'instabilité psychologique parce que l'être humain est en train de se construire, une partie des jeunes garçons occidentaux se retrouvent à devoir gérer à la fois leur construction personnelle individuelle, qui n'est pas une question de genre, qui ne devrait pas l'être, qui ne devrait pas être que une question de genre, mais quand tu es hétérosexuel, forcément, ton sexe et ton genre vont rentrer dans la balance, tout ça au milieu d'un discours médiatique qui est plus ou moins misandre, tout ça avec des alternatives qui vont être proposées, à la fois sous forme de rituels d'initiation dans le coaching séduction, ou dans les discours virilistes de Alain Soral ou Éric Zemmour, et combiner tout ça avec leurs premières expériences amoureuses plus ou moins heureuses, et surtout plus ou moins malheureuses. Tu comprends que certains jeunes garçons, et j'insiste sur le fait que ce n'est que certains, ont une problématique identitaire. Finalement, c'est plus une problématique identitaire qu'une problématique de masculinité, mais quand tu es un garçon hétérosexuel, tu prends en compte ta masculinité, quel que soit ce que tu mets derrière ce mot. Et je voudrais conclure là-dessus. Moi, j'invite les gens à se défaire d'un certain nombre d'étiquettes et se défaire d'un certain nombre d'outils, mais en général, ce n'est possible que lorsque tu as assimilé le modèle de base. En fait, ce que je veux dire sonne terriblement cliché, et vous avez déjà entendu ça dans la bouche de plein d'artistes, mais pour briser les règles d'un mode d'expression artistique, pour briser les règles de la musique ou de la peinture, il faut déjà les avoir assimilées. Malheureusement, et ce sera ma conclusion, nier en bloc l'existence d'une crise de la masculinité, c'est un symptôme d'une rhétorique féministe qui est dysfonctionnelle, et j'insiste bien, c'est pas toutes les rhétoriques féministes qui sont dysfonctionnelles. Le féminisme, a été tout à fait pertinent à une époque, même si les plus libéraux d'entre vous vous expliqueront que les principes de la philosophie libérale, en fait, suffisent largement à amener les femmes à l'émancipation par rapport à un patriarcat oppressif, puisque dans la philosophie libérale, il est normal que chaque individu ait accès à la propriété privée. Je sais que ce discours n'est pas très consensuel en France, mais peu importe. Toujours est-il que malheureusement, les rhétoriques misandres qui fleurissent, en fait, alimentent le sexisme. Déjà parce qu'elles sont sexistes en tant que telles, en attaquant les hommes en tant qu'ensemble et en faisant des généralisations, mais en plus parce que du coup, alors que certains féministes évoquent avec pertinence, je dirais, l'idée qu'il faut aller au-delà du genre, tu ne peux pas aller au-delà du genre quand tu te définis comme une ou un féministe qui a une lecture systématique des situations en termes d'hommes et de femmes, en termes de quel est le genre ou le sexe de la personne en face de toi. Parce que comme on dit, lorsque tu as un marteau dans les mains, tu ne vois que des clous. Donc, avec ton obsession pour l'oppression dont serait victime la femme, et dont on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que cette simple affirmation péremptoire et cette généralisation, quand tu es obsédé par ça, tu ne peux que alimenter un clivage entre les gens sur la base de leur sexe. Tu ne peux que alimenter des tensions entre les hommes et les femmes. De même que les virilistes alimentent des tensions en ramenant la femme à des stéréotypes absolument anachroniques et obsolètes. J'espère que cette vidéo t'a intéressé et qu'elle t'a aidé à nourrir une réflexion subtile et complexe, loin des caricatures virilistes ou des caricatures misandres qui fleurissent par les temps qui courent sur Internet. Tu peux aider la vidéo, ou en tout cas manifester ton approbation par un pouce bleu en l'air. Tu peux manifester ton désamour de la vidéo avec un pouce en bas, un pouce rouge. Tu peux laisser un commentaire constructif et bienveillant. Ça me fera plaisir et ça permet toujours de tirer le débat vers le haut. En plus, c'est bon pour le référencement de la vidéo. En parlant de référencement, si tu veux m'aider, tu peux partager cette vidéo à droite et à gauche, sans jeu de mots, aux gens que ça peut intéresser. Tu peux t'abonner à ma newsletter si tu as envie de contenu qui parle de psychologie, de biologie à peu près une fois par mois. Ok ? C'est aussi parfois l'occasion de faire des promotions sur le coaching ou d'être informé de mes changements de tarifs. Et si tu ne penses pas être intéressé par le coaching, si tu ne penses pas avoir besoin d'un accompagnement, ce que je peux tout à fait comprendre, tu peux malgré tout soutenir la chaîne financièrement en allant laisser un petit pourboire sur la page de don dont le lien se trouve dans la description. Tu verras, il y a plusieurs tarifs, c'est pas un système d'abonnement, c'est un don que tu fais une fois et que tu n'es pas obligé de renouveler. Voilà, je trouve ça plus souple. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour conclure la vidéo. Désolé d'avoir la voix cassée, hein, mais il y a plus de 120 minutes de rush. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.